Avez-vous remarqué que tout le travail que nous avons fait avec ces filtres jusqu'à présent, les diagrammes de Bode, la fonction de transfert et tout cela, se base uniquement sur des signaux sinusoïdaux? Mais qu'ont-ils de si particulier ces signaux? Ou bien est-ce une caractéristique de ces filtres? Eh bien, en ce qui nous intéresse ici, il y a 3 particularités qui, réunies, nous donnent un cadre de travail très riche. Et dans cette vidéo, nous allons explorer l'une d'elles, celle qui nous dit qu'avec la bonne sélection de sinusoïdes, vous pouvez fabriquer, synthétiser n'importe quel signal ayant un sens physique. Vous ne croyez pas? Regardez ce signal carré. Nous allons le reconstruire, le synthétiser uniquement à partir de sinusoïdes. Il nous faut d'abord un signal sinusoïdal qui en soit assez proche, c'est-à-dire de même période t, de même pulsation oméga. Ajustons aussi la phase initiale de sorte que les deux signaux soient de même signe à tout instant. La recette secrète nous dit aussi de régler l'amplitude S1 du signal sinusoïdal à une valeur légèrement supérieure à celle du signal carré. Vous comprendrez pourquoi plus loin dans la vidéo. Il est clair que le signal sinusoïdal n'est pas égal au signal carré. Au centre ici, il lui est légèrement supérieur et là, près des bords, il lui est inférieur. Tout ceci s'inverse dans la demi-période suivante. Ainsi, en une période, la différence entre le signal sinusoïdal et le signal carré alterne 6 fois. Cela nous donne une idée. Pourrait-on rajouter une autre sinusoïde à la première qui alterne 6 fois durant la période t, en espérant qu'elle corrige ces différences? Essayons. La fonction sinusoïdale à rajouter dans ce cas, elle oscille 3 fois durant la période t, c'est-à-dire qu'elle est de pulsation 3 fois oméga. Le voyez-vous ici? Lorsque le signal sinusoïdal dépasse le signal carré, le signal 3 oméga vient atténuer un peu sa valeur. Et lorsque le signal sinusoïdal est inférieur au signal carré, le signal 3 oméga viendra le renforcer. Mais cela ne nous donnera pas un signal carré. Non, évidemment, mais voyons tout de même si cela nous rapprochera du signal carré. Faisons maintenant leur somme. Cette courbe représente la résultante de ces deux sinusoïdes. Alors, quelle amplitude faut-il donner au signal 3 oméga? Eh bien, puisque nous allons rajouter de plus en plus de sinusoïdes, l'idée ici est de veiller à ce que la courbe résultante alterne de part et d'autre de cette valeur SM du signal carré à chaque fois qu'on rajoute une sinusoïde. Puis essayer de combler ces différences avec une nouvelle sinusoïde de fréquence adéquate, disons. Profitez des alternances. Ça sera notre petite astuce graphique pour le moment. D'ailleurs, c'était pour créer cette alternance que le premier signal sinusoïdal avait une amplitude légèrement supérieure à SM. Donnons-lui une chance. Regardez, aux alentours de la valeur 1/3 de S1, le signal résultant alterne 5 fois et de façon assez équilibrée en dessous et au-dessus du signal carré. Admettons que c'est 1/3. Peut-être que cela a un lien avec ce 3 ici. Et continuons. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en tout, le signal résultant fait 10 alternances en une période. Il faut alors lui rajouter une sinusoïde qui oscille 5 fois pendant la période t, c'est-à-dire de pulsation 5 oméga. Elle viendra renforcer le signal là où il est plus faible que le signal carré et l'atténuer là où il le dépasse légèrement. Pas de manière exacte, mais cela le rapproche davantage du signal carré. Rajoutons-la à notre somme, et voilà. Quelle amplitude doit-on lui donner maintenant? Si l'on veut continuer à profiter de cette petite astuce, alors c'est aux alentours de 1/5 de S1 que l'on obtient des alternances assez régulières au-dessus et en dessous de cette ligne du signal carré. Est-ce exactement 1/5? Peut-être que ce 5 est en relation avec ce 5 ici. Faisons maintenant une hypothèse. En continuant à rajouter des termes de la forme S1 sur 7 fois sinus 7 oméga t, S1 sur 9 sinus 9 oméga t, avec des multiples impairs de oméga ici, nous devrions nous rapprocher de plus en plus du signal carré. Chaque terme dans cette somme est appelé
harmonique. Avant de démarrer la machine à harmonique, condensons d'abord l'écriture de la somme avec ce symbole, pour faire de la place. Jusqu'à présent, c'est une somme sur n allant de 1 jusqu'à 9, où n est un entier impair, chaque sinus n oméga t ayant une amplitude S1 sur n. Mettons un compteur ici, n max, et voyons comment évolue cette somme au fur et à mesure qu'on en rajoute des harmoniques. Voilà ce que nous obtenons avec n max égale à 13, c'est-à-dire une somme qui comporte 7 termes, 7 harmoniques on dit. Et voilà ce que nous obtenons avec n max allant jusqu'à 25. C'est une somme qui comporte 13 termes, 13 harmoniques. Et là, ce que nous obtenons avec n max égale à 49. Regardez les ondulations ici qui deviennent de plus en plus petites. Nous sommes maintenant arrivés à n max égale à 99. C'est une somme qui comporte 50 harmoniques. Le signal synthétisé est maintenant assez proche du signal carré. En fait, nous pouvons dire, en pratique, que ce signal est presque un signal carré. Maintenant, il est clair, avec une centaine d'harmoniques, la différence entre notre somme d'harmoniques et le signal carré est petite. Très petite devant la valeur Sm. Cela a l'air de bien fonctionner. Il est possible de synthétiser un signal non sinusoïdal à partir d'une série bien particulière de signaux sinusoïdaux. Pour ce signal carré en particulier, c'est une somme d'harmoniques ayant des pulsations n oméga multiples entiers impairs de oméga, c'est-à-dire que leurs fréquences, ce sont des multiples impairs d'une fréquence fondamentale, qui est la fréquence du signal, et d'amplitudes qui sont décroissantes en 1 sur n. Impressionnant, non? Et encore plus intéressant, ce sont les harmoniques de petit rang n qui contribuent le plus au signal, parce qu'ils ont les amplitudes les plus grandes. En fait, plus nous augmentons dans le rang n, plus l'amplitude des harmoniques diminue, et moins ils contribuent à la somme. Ceci n'est pas seulement une curiosité mathématique, ceci offre bien, en pratique, la possibilité de constituer un signal carré avec quelques centaines d'harmoniques seulement. Je suis curieux de voir comment appliquer ceci à d'autres signaux. Alors voici un deuxième exemple, le signal triangulaire. Notons T sa période, oméga sa pulsation, et essayons de le synthétiser en rajoutant uniquement des sinusoïdes. Commençons par un signal sinusoïdal de même pulsation oméga, avec un choix adéquat de phase initiale. C'est le fondamental, on dit. En choisissant son amplitude plus grande que E, nous n'obtenons pas d'alternance et notre petite astuce ne fonctionnera pas. Prenons donc une amplitude légèrement inférieure à celle du signal triangulaire, comme vous voyez ici. Ici et là, loin du sommet, le signal sinusoïdal dépasse légèrement le signal triangulaire. Et là, il est en dessous. Alors, 6 alternances. Rajoutons donc un harmonique de pulsation 3 oméga. Mais il faut faire attention. Si on le rajoute avec un signe plus ici, il viendra renforcer le fondamental là où il dépasse déjà le signal triangulaire et l'atténuer là où il est déjà inférieur au signal triangulaire. Donc, il faut inverser le signe. Tout à fait, c'est ainsi que l'harmonique 3 oméga renforcera le fondamental ici au niveau du sommet et il viendra l'atténuer un peu là sur les côtés. Voyons ce que cela donne. Mais, ah oui, l'amplitude. Ici, 1/3 ne marche pas. Il faut diminuer encore plus. C'est aux alentours de 1 sur 9 que nous observons 5 alternances assez régulières par rapport à cette ligne de signal, sur cette demi-période. 9? Oui, 9 est égal à 3 au carré. Ah, d'accord. Avec ces 5 alternances, il faut rajouter un harmonique de pulsation 5 oméga. Oui, mais il faut faire attention à la phase ici. Doit-on rajouter un signe moins ou non? Pour cette harmonique, non. Il viendra atténuer cette somme là où elle dépasse le signal triangulaire et la renforcer là où elle lui est inférieure. Et nous pouvons même soupçonner que son amplitude devrait suivre une certaine suite logique. Donc elle devrait être 1 sur 5 au carré, qui est égal à 1 sur 25. Et voilà ce que cela donne. Ça a l'air de fonctionner. Le terme général commence à prendre forme ici. Le prochain terme sera un harmonique 7 oméga.
d'amplitude 1 sur 7 au carré. Petite amplitude et un signe moins. Regardez, avec seulement 4 harmoniques, le signal synthétisé ressemble déjà beaucoup au signal triangulaire. Donc par la même astuce, on devrait s'attendre à des termes de la forme 1 sur n carré ou n impair, mais en faisant alterner le signe, c'est-à-dire la phase initiale. Essayons de soigner l'écriture du terme général. Le signe moins ici se traduit par une phase initiale pi. De manière générale, nous pouvons exprimer la phase initiale à l'aide de l'indice n. Elle prend d'abord la valeur 0 lorsque n égale à 1, ensuite la valeur pi lorsque n égale à 3, puis la valeur 2pi lorsque n égale à 5, 2pi étant la même chose que 0, puis lorsque n égale à 7, elle prend la valeur 3pi, qui est la même chose que pi. Le terme général est donc de la forme pi fois n-1 sur 2. Vous pouvez le vérifier. Mettons la machine à harmonique en marche. Voilà ce que devient la somme pour n max égale à 13, c'est-à-dire 7 harmoniques. Là, on arrive à 15 harmoniques, n max égale à 29. Maintenant 25 harmoniques, 50 harmoniques. Vous voyez, cette somme de 50 termes donne presque le signal triangulaire. La différence est très faible. C'est clair, le signal triangulaire lui aussi est une somme d'harmoniques de pulsations multiples entiers impaires de la pulsation fondamentale et de phase initiale qui alternent entre 0 et pi. Tout comme pour le signal carré, ce sont les premiers harmoniques de rang n les plus petits qui ont le plus de contributions dans la somme. Mais les amplitudes dans la somme du signal triangulaire diminuent en 1 sur n au carré. Et nous l'avons vu se former assez rapidement. Avec quelques dizaines d'harmoniques, la différence entre cette somme et le vrai signal est devenue très petite. Allons-nous généraliser maintenant? Encore un petit exemple. Il reste deux petites surprises, disons. Voilà un signal en dents de scie qui évolue entre 0 et UM. Essayons de placer une première sinusoïde, de même période t. Mais comment peut-on la placer? Le signal en dents de scie est positif quel que soit t. Regardez qui vient à la rescousse. Ah oui, la moyenne du signal. Tout à fait. Il faut commencer par rajouter une constante à cette sinusoïde, la moyenne du signal plus exactement, pour que sa crête corresponde à cette crête et que son creux corresponde à ce creux, de façon symétrique. Mais pourquoi nous n'avons pas remarqué ceci avec les signaux précédents? Les deux signaux précédents avaient une moyenne nulle, tout comme cette fonction de sinus, donc nous n'avions pas eu à nous en préoccuper. Choisissons une amplitude inférieure à 1,5 UM, de sorte à avoir des alternances de part et d'autre de la ligne du signal. Et maintenant nous rajoutons une sinusoïde 3 oméga. Pas cette fois. Regardez bien ici. Il n'y a pas 6 alternances au cours d'une période, mais seulement 4. Il nous faut donc une sinusoïde de pulsation de oméga. Oui, tout à fait. La série comporte donc des harmoniques de rang n pair. Pas seulement. Regardez, voilà la résultante de ces deux sinusoïdes, plus la moyenne. Ajustons un peu son amplitude. Que voyons-nous? 6 alternances. Maintenant, nous devons rajouter une sinusoïde de pulsation 3 oméga. Faisons tout de même attention à la phase initiale. Ici, la sinusoïde 2 oméga doit avoir un signe moins ici. Renforcer le signal là plus faible que le signal en dents de scie et l'atténuer là où il est plus fort que le signal en dents de scie. Clairement, ce signal se décompose en une somme de multiples entiers n, pairs et impairs, et d'amplitude décroissant en 1 sur n, avec un signe moins qui alterne ici. Lançons maintenant la machine à sinusoïde. Regardez, ça a l'air de bien fonctionner pour ce signal aussi. Ces observations sont déjà assez impressionnantes, bien que jusqu'à présent nous n'ayons fait que des exemples, des signaux particuliers. Plus impressionnant encore, c'est qu'il s'agit d'un résultat très général. Nous pouvons faire ceci avec n'importe quel signal périodique. En fait, oui, il existe un théorème qu'on appelle théorème de Fourier, et voilà ce qu'il nous dit.
toute fonction périodique S, il suffit qu'elle soit de classe C1 par morceau pour qu'elle admette un développement en série de la forme suivante. S est égal à une constante plus la somme sur n allant de 1 jusqu'à l'infini de signaux sinusoïdaux de pulsations n oméga t. C'est une somme d'harmoniques qu'on dit. Chaque harmonique possède une pulsation n oméga, multiple entier de oméga, la pulsation fondamentale. Chaque harmonique a une amplitude S indice n et une phase initiale à lui, phi indice n. Ces Sn et phi n forment en fait des suites numériques qui s'expriment à l'aide de l'entier n et par cohérence de notation, appelons cette constante S indice 0, nous ferons son interprétation plus loin dans la vidéo. Et voilà, c'est le théorème de Fourier. Pour rester dans le cadre de notre programme, nous ne chercherons pas à démontrer ce théorème. Nous allons simplement l'admettre. Nous nous contenterons de la présentation graphique assez intuitive donnée dans cette vidéo. Il n'est pas exigible non plus dans notre programme de savoir calculer ces suites tout seul. Nous nous contenterons d'expressions fournies toutes prêtes. Avant de revoir nos exemples avec un peu plus de rigueur, voyons comment interpréter cette constante S0. Vous vous rappelez l'exemple 3 du signal en dents de scie? Nous avions rajouté la moyenne du signal dans la somme. Et la moyenne sur une période d'un signal périodique est bien entendu une constante. Essayons donc de vérifier que ce F0 est bel et bien la moyenne du signal S. Calculons la valeur moyenne du signal S sur une période t. Remplaçons S par son développement en série de Fourier. Voilà. La moyenne étant une opération linéaire, nous pouvons la distribuer sur cette somme. La moyenne de la somme est la somme des moyennes. Vous avez d'abord la moyenne de la constante S0 qui est égale à S0 plus la somme des moyennes de chaque harmonique. Puisque l'amplitude de chaque harmonique est une constante, elle se met en facteur devant la moyenne de chaque sinusoïde. Alors, quelle est la moyenne de cette sinusoïde? En fait, cette sinusoïde est de pulsation n fois oméga. Elle oscille donc n fois durant la période t. En fait, la sinusoïde n'est pas de période t. Elle est de période n fois plus courte, t indice n, qui est égal à t divisé par n. Donc sa moyenne sur une période t du signal S est en fait une moyenne sur n de ces périodes à elle. La moyenne d'un harmonique sur chacune de ces périodes à lui est égale à 0, un résultat que nous avons prouvé dans la vidéo précédente. Donc la moyenne sur n de ces périodes est égale aussi à 0, comme vous pouvez le voir graphiquement ici. La moyenne de chaque harmonique est nulle. Nous pouvons donc conclure. Cette constante S0 est bel et bien la moyenne du signal S de t. C'est la composante continue du signal. Et là, toute cette somme d'harmoniques est la composante alternative du signal. Reprenons un peu le signal triangulaire de période t qui évolue entre -em et +em. Réécrivons son développement en série de Fourier. Ce signal triangulaire a une valeur moyenne nulle. Donc S0 est égal à 0. Ce qui reste est la somme des harmoniques. Le premier harmonique de rang n égale à 1 a une amplitude 8 fois em sur pi au carré, qui est inférieure à em, vu que la valeur approchée de 8 sur pi au carré est égale environ à 0,81. Elle est inférieure à 1. L'harmonique suivant, de pulsation 3 oméga, possède une amplitude 9 fois plus petite, c'est-à-dire égale à 8 fois e, divisé par 3 au carré sur pi au carré. Et ainsi de suite. Ici, c'est 5 au carré, ensuite 7 au carré, jusqu'à l'infini. Bien sûr, il est possible de mettre ce 8 fois em sur pi au carré en facteur et de mieux faire apparaître la structure de cette série de Fourier, où l'on voit bien ici les proportions relatives entre les différents harmoniques. Vous voyez alors ici des amplitudes décroissant en 1 sur n au carré. Remarquez aussi que les phases initiales des harmoniques alternent entre pi et 0, ce qui se traduit ici par une alternance du signe. Nous pouvons bien sûr condenser cette écriture avec un symbole somme et indiquer que la somme porte sur l'entier n allant de 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Pour garder ici uniquement les n impairs, nous pouvons rajouter un facteur 1 moins cosinus de npi. Pour n pair, ce cosinus est égal à 1, donc l'amplitude est nulle,
Et pour n impair, il est égal à moins 1. Donc ce facteur, il est égal à 2. Nous pouvons aussi écrire ici moins 1 à la puissance n dont la valeur alterne entre moins 1 et plus 1. Comment noter les phases initiales? Pour ce choix de l'origine du temps, la phase initiale du premier harmonique est φ1 égale à 0, du suivant c'est φ3 égale à pi, φ5 égale à 2pi, φ7 égale à 3pi, ainsi de suite. Donc le terme général de la forme n-1 sur 2 fois pi, vous pouvez le vérifier, et voilà donc une manière d'écrire le développement de ce signal triangulaire particulier. N'oubliez pas que ce facteur est soit égal à 0, soit égal à 2, et 2 fois 4 ça fait 8. Faisons maintenant un petit exercice. Essayons de déduire par dérivation le développement en série de Fourier de ce signal carré S de t présenté au début de la vidéo à partir de ce signal triangulaire. Le signal carré oscille entre les valeurs moins Sm et plus Sm. Par dérivation, oui, regardez cette pente. Elle est constante, positive pendant une demi-période, puis constante et négative pendant la demi-période suivante. Et par symétrie, elles ont des valeurs absolues, 2 fois Em divisé par 1 demi-t. La dérivée de ce signal triangulaire est donc un signal carré évoluant entre les valeurs 4 fois Em sur t. Il est d'amplitude Sm égale à 4 fois Em sur t. Intéressant, oui, mais il faut tenir compte du décalage pour retrouver notre signal. Bien sûr, nous en tiendrons compte dans le calcul. Alors, partons du développement en série de Fourier du signal triangulaire et calculons sa dérivée. La dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées, et toutes ces constantes se mettent en facteur devant l'opérateur dérivé, et il nous reste la dérivée de cette fonction sinus. La dérivée du sinus donne un cosinus, et elle introduit un facteur n oméga. L'entier n se simplifie, et il n'y a plus de carré ici. Le facteur oméga est égal à 2pi sur t. Il peut s'écrire ici et on simplifie par pi. Faisons maintenant apparaître l'amplitude Sm du signal carré que nous avons déjà calculé. Là, en remplaçant ce 4Em sur t par Sm, et voilà la première partie du travail. Le signal carré, il s'écrit sous la forme 2 fois l'amplitude Sm sur pi, la somme de 1 moins cosinus n fois pi, qui alterne, je rappelle, entre 0 et 2, divisé par n, multiplié par cosinus de n oméga t plus n-1 sur 2 fois pi. Voilà la structure qui commence à prendre forme. Vous voyez la décroissance en 1 sur n des amplitudes des harmoniques. Il ne nous reste plus qu'à faire une translation dans le temps pour obtenir notre signal du début. Une translation d'un quart de période. Donc ici, nous remplaçons t par t moins grand T sur 4. En développant maintenant la phase n fois oméga fois t, et là nous avons n oméga fois t sur 4, qui se simplifie en n fois pi sur 2. Ici nous distribuons n fois pi sur 2 moins pi sur 2, et en simplifiant, nous trouvons que la phase totale est égale à n oméga t moins pi sur 2. En développant et en simplifiant, il reste la même phase initiale, moins pi sur 2 dans tous les cosinus. Ce qui permet de les réécrire avec sinus, vu que cosinus de alpha moins pi sur 2 est égal à sinus alpha. Et voilà, enfin, le développement en série de Fourier de notre signal carré considéré depuis le début. Il est composé de pulsations multiples entiers impaires de la fondamentale, qui est assurée par ce facteur qui alterne entre 0 et 2, des amplitudes décroissant en 1 sur n, et des phases initiales nulles, pour ce choix de l'origine du temps. Remarquez ici que l'amplitude du premier harmonique est égale à 2 fois 2 Sm sur pi, c'est-à-dire 4 Sm sur pi, qui est égal environ à 1,27 fois Sm, qui est supérieur à Sm, comme nous l'avons signalé au début de la vidéo. Si vous utilisez d'autres sources pour étudier la série de Fourier, vous allez sûrement rencontrer une autre écriture différente de celle que nous venons de présenter. Le signal périodique S se décompose en une constante A0, qui est exactement S0 ici, c'est la même, plus une somme d'harmoniques. La différence ici est qu'ils sont écrits sous la forme d'une combinaison linéaire de fonctions cosinus et de fonctions sinus, sans phase initiale. Oui,
vous avez ici deux coefficients AN et BN pour chaque harmonique, au lieu des deux paramètres Sn et Φn. Ces coefficients AN-BN ainsi que le A0 sont appelés coefficients de Fourier. Quel est le lien avec l'écriture que nous avons déjà employée dans cette vidéo? C'est simple, il suffit d'utiliser cette formule trigonométrique. Sinus de la somme alpha plus bêta est égal à cos alpha sin bêta, sin alpha cos bêta. En l'appliquant à chaque harmonique, voilà ce que nous trouvons. Sn de sinus oméga t plus Φn est égal à Sn fois sinus Φn fois cosinus n oméga t plus Sn fois cosinus de Φn sinus de n oméga t. Ceci nous permet d'identifier ici le coefficient AN et là le coefficient BN. Nous pouvons aussi faire l'inverse et exprimer Sn et Φn en fonction des coefficients de Fourier, en additionnant AN carré et BN carré, puis en mettant Sn au carré en facteur, vous aurez la somme de sinus au carré et cosinus au carré qui est égale à 1. Donc voilà, Sn est égal à la racine carrée de AN carré plus BN carré. Et d'autre part, le rapport AN sur BN est égal à tangente de Φn, donc Φ est l'arc tangente de AN sur BN. Voilà donc comment se fait la correspondance entre les différents coefficients de Fourier. Maintenant, nous avons deux manières d'écrire la série de Fourier qui sont bien équivalentes. Quels sont les avantages de l'une ou de l'autre? Faisons un tableau de comparaison. Les coefficients AN, BN ont l'avantage d'être accessibles par un calcul assez direct. Tout comme la moyenne du signal A0, ils se calculent eux aussi à l'aide d'intégrales plus ou moins simples. En fait, si notre but était d'établir la décomposition en série de Fourier, c'est-à-dire calculer ces coefficients, il vaudrait mieux pour nous d'utiliser l'écriture à l'aide des coefficients en AN et BN. Ils sont plus accessibles par le calcul que Sn ou Φn. Cependant, il n'est pas dans notre programme d'établir la décomposition en série de Fourier. Nous allons nous contenter d'expressions fournies et dans ce cas, l'écriture avec Sn et Φn a l'avantage d'être facile à interpréter graphiquement et physiquement. Sn est tout simplement l'amplitude de l'harmonique et Φn est sa phase initiale. Alors que de l'autre côté, AN et BN ne représentent pas des amplitudes malgré les apparences. Une autre différence ici, les deux coefficients AN-BN dépendent tous les deux du choix de l'origine du temps. C'est-à-dire, en faisant décaler le signal, il faut refaire leur calcul. Ils dépendent en particulier de la parité de la fonction S. En fait, dans l'exemple du signal carré, considéré dans l'exercice précédent, l'origine du temps est choisie de manière que E' de t soit une fonction paire, où l'axe des ordonnées est un axe de symétrie pour la courbe. Donc sa décomposition en série de Fourier fait intervenir des cosinus seulement. En faisant décaler d'un quart de période l'origine du temps, ou bien la courbe, nous obtenons un nouveau signal carré, impair cette fois. Sa décomposition fait intervenir désormais des sinus uniquement. Clairement, les expressions des coefficients AN et BN dépendent du choix de l'origine du temps, ce qui n'est pas le cas des amplitudes Sn. Dans cette notation, seules les phases initiales Φn dépendent du choix de l'origine du temps et de façon simple. Dans cet exemple, il a suffi de remplacer t par t moins un certain décalage dans le temps. Puisque nous allons nous contenter d'admettre des expressions fournies, il est préférable de continuer à travailler avec cette décomposition, faisant intervenir Sn et Φn, puisqu'elle est plus facile à interpréter et à adapter en cas de changement de l'origine du repère. C'est cette écriture que nous allons garder pour les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser un petit commentaire et pour ne pas rater nos nouvelles vidéos, abonnez-vous et activez la petite cloche et merci pour nous avoir suivis.